l'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invitée ce matin est pédiatre à l'hôpital Jean Verdier de Bondy en Seine-Saint-Denis et en cabinet à Rosny-sous-Bois. Elle est la première médecin en France à avoir ouvert en 2019 une consultation hospitalière spécialisée sur la surexposition aux écrans des jeunes enfants en France. Elle en tire un livre, L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique, publié chez Grasset il y a quelques jours. Sylvie Duosica, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous parlez dans votre livre, en tout cas rien que dans le titre, vous parlez de pandémie numérique. C'est un terme lourd de sens. Ben oui, parce qu'on est tous concernés. Le numérique a envahi le monde entier. Les zones où il n'y a pas d'Internet sont quand même rarissimes maintenant. Et surtout la capacité à utiliser le numérique avec ce côté nomade, l'arrivée des écrans nomades, donc la possibilité de télécharger partout aussi a modifié complètement les repères. Et ça se voit dans le monde entier. Et dans le cadre donc, de votre livre et plus généralement des consultations que vous avez lancées en 2019, qu'est-ce que vous observez ? Alors déjà, c'est une consultation hospitalière. Il y a maintenant d'autres de mes confrères et depuis un certain temps qui font aussi des consultations en ville parce qu'il y a une demande avec des familles qui sont en grande difficulté pour gérer les écrans. Moi, j'ai commencé cette consultation en 2019 parce qu'il m'est apparu dans mon quotidien, je suis une pédiatre depuis 30 ans, que les enfants étaient en difficulté dans le langage, dans le comportement, dans les interactions, dans les difficultés au niveau des frustrations. Et donc, j'ai commencé avec des enfants de moins de 11 ans, et puis très vite, j'ai baissé à moins de 6 ans. Et maintenant, je suis plutôt avec des enfants de 4 ans, 3 ans. Et je vois donc des enfants qui ont une absence de langage. Ils ne parlent pas, ils ne disent pas papa, maman. Ils ont 3 ans, 2 ans et demi. Ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent pas des consignes très simples qu'on est censé bien comprendre à 3 ans. À 3 ans, je rappelle qu'on fait des petites phrases avec 3 petits mots sans problème et on comprend très bien ce qui se passe. Et donc, ce sont des enfants avec souvent un regard perdu, avec une difficulté d'interaction, avec souvent les parents racontent des colères, des difficultés à sortir dehors, il ne me tient pas la main, il court partout, il se met en danger. Donc voilà, c'est assez multiple comme symptômes, mais c'est assez reproductible et dans la majorité des cas, il s'agit de petits garçons aussi, ce qui est aussi une autre interrogation. Et comment vous êtes rendu compte que c'était à cause des écrans, tous ces symptômes ? Alors, plusieurs choses, parce qu'au fur et à mesure, les temps d'écran étaient devenus de plus en plus importants dans la vie quotidienne de ces enfants. Donc, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas autre chose, puisqu'ils passent 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures. Parce que ce ne sont pas, et ça je vais le dire haut et fort, la faute des parents, mais la faute de notre système qui n'a pas assez informé les familles. Et ils se retrouvent captifs d'un produit qui est addictif par nature. Il a été créé pour l'être. Nous sommes nous-mêmes, il ne faut pas l'oublier, adultes addicts. Et donc, les enfants se retrouvent devant des heures et des heures devant ces écrans. Et donc, du coup, quand un enfant, on sait tout ce qu'il est capable de faire quand il est petit et tout ce qu'il a à apprendre, et quand on sait que ce temps volé est de plus en plus important à tout ce qu'il doit apprendre, on se rend bien compte que si cet enfant a des troubles du comportement, un retard de langage, ainsi de suite, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Et si on décrit son quotidien, on se rend compte qu'on a perdu 6 heures, 7 heures par jour, ce qui à l'échelle d'un petit enfant qui doit apprendre plein de choses à 18 mois, 2 ans, est extrêmement importante. Et puis, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Je vois des enfants qui ont un langage plaqué, qui répètent des dessins animés qu'ils ont entendus pendant des heures, ils répètent des mots en anglais alors que la famille n'est pas anglophone. Et donc on se dit, tiens, où est-ce qu'ils ont entendu ça ? Et on se rend compte en discutant avec les parents de leur quotidien et qui est souvent une exposition qui a duré très longtemps, depuis très longtemps également, devant ces contenus addictifs. Vous avez notamment théorisé, je crois vous parlez de ça, mais le concept de YouTube Leash, qu'est-ce que ça veut dire ? Le YouTube Leash, c'est une façon de montrer que ce sont des enfants qui parlent un langage qui n'est pas un langage et qui est une répétition de ce qu'ils ont entendu pendant des heures. Et malheureusement, il y a une application très connue qui s'appelle YouTube Kids, que les parents connaissent depuis maintenant 2016-2017, où elle est arrivée en France, avec soi-disant des contenus pédagogiques, éducatifs. Et ça n'est pas le cas du tout, du tout. Les enfants n'apprennent rien avec ces types d'applications et ils vont justement répéter comme des perroquets, comme des petits animaux savants, des mots qu'ils ont entendus. Donc le YouTube Leash, c'est répéter l'alphabet alors qu'on a 2 ans et demi et qu'on ne parle pas, c'est répéter des mots en anglais qu'on ne comprend pas, ou même des fois dans une autre langue parce qu'on l'a entendu pendant des heures. C'est une façon de dire une répétition de mots en lien avec ce que j'ai regardé pendant un certain temps. Alors que les enfants n'ont pas forcément le langage qu'ils devraient avoir au même âge.
Eh bien non, parce Ouais. qu'un enfant, un petit enfant, à 15 mois, 18 mois largement, il dit plein de petits mots, notamment papa, maman et puis évidemment à 2 ans, il va associer 2 mots, papa tétine ou autre et puis à 3 ans, encore bien mieux. Il parle, très bien avec, vraiment des petites phrases, bien construites et avec du vocabulaire extrêmement, choisi et en nombre important et c'est pas du tout ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas appris. Parce que le langage, ça s'apprend dès les premières heures, les premières semaines, puis les premiers mois très vite. Une autre notion dont on ne parle pas suffisamment, c'est la technoférence. Et cette notion-là, elle est importante parce qu'elle empêche les enfants justement de rentrer dans l'apprentissage. Un enfant, il apprend pas seulement parce qu'il va entendre des mots toute la journée autour de ses parents, ainsi de suite, mais aussi parce que l'adulte est disponible et que l'adulte qui est son référent lui parle et le regarde dans les yeux et interagit avec lui dans ses jeux, ainsi de suite. Et donc malheureusement, nous les adultes aussi, nous sommes accros à notre écran et donc nous ne sommes pas toujours disponibles comme il le faudrait pour l'enfant. C'est pas pareil, hein, de regarder, de répondre à un mail ou juste un SMS et puis pendant des heures scroller et ben, du coup, on n'est pas disponible pour son enfant et donc là, il y a un impact aussi sur son développement. Donc c'est pas seulement l'écran du bébé qui va poser Mmh. problème parce qu'il va le regarder trop longtemps, c'est aussi le parent qui est beaucoup trop fixé sur son écran et qui n'est pas disponible pour l'enfant. Néanmoins, les cas que vous recevez aujourd'hui en consultation hospitalière sont des cas extrêmes et ce n'est pas la généralité des enfants aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup que évidemment je ne vois pas et qui sont, perdus dans «la nature» entre guillemets, c'est-à-dire des enfants qui parlent pas bien, qui ont des troubles du comportement et qu'on n'a pas forcément mis le doigt sur la problématique des écrans. Bien sûr que je vois des situations extrêmes dans le sens qu'on sont des enfants qui sont à 6, 7 heures par jour, mais il y a des moments, je me pose la question si on est tant dans l'extrême que ça, tellement les parents racontent très Mmh. bien dans quel processus addictif ils se sont retrouvés et les grands-parents aussi, hein, parce que les grands-parents se font bien avoir aussi. Eux-mêmes d'ailleurs deviennent assez addicts aux réseaux sociaux et aux séries et se font avoir en pensant que ce que regardent leurs petits-fils ou leur petit-enfant, est peut-être comme ce qu'ils regardaient eux avant, il y a 30 ans avec leurs propres enfants. Eh bien non, c'est plus du tout la même chose. C'est 24 heures sur 24, c'était pas du tout comme ça avant et en plus les contenus sont faits pour être addictifs. Les images vont vite, les sons vont vite, tout est fait pour que l'enfant reste. En plus, les algorithmes sont appliqués à l'enfant. Donc, s'il aime les camions, on va lui mettre que des camions. Et chaque parent sait qui nous écoute que si on retire quelque chose que l'enfant aime, il va pleurer. Le grand-parent, pareil. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire le plus souvent, malheureusement, si on n'est pas en capacité de proposer autre chose, eh bien, on va laisser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des temps qui peuvent être extrêmement importants, mais je pense qu'ils sont de toute façon très importants dans la population générale quand on n'a pas eu les bonnes informations. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a que 10 à 15 des familles françaises qui respectent pas d'écran avant 3 ans. Ça fait près de 90 des familles qui n'ont pas encore compris les enjeux et qui utilisent les écrans avant 3 ans. C'est la recommandation que vous formulez, vous, aujourd'hui, sur l'utilisation des écrans pour les jeunes enfants? Oui, c'est 0 écran avant que le langage soit bien établi. Alors certains enfants parlent bien à 18 mois et d'autres très bien à 3 ans et demi. Globalement, on va faire une moyenne à 3 ans parce que l'enfant, jusqu'à 3 ans, il a besoin d'apprendre des tas de choses. Il a besoin de sortir, il a besoin qu'on lui parle, explorer le monde en troisième dimension et l'écran ne lui apprend rien. Et quoi que disent les applications diverses et variées, il n'y a aucun intérêt à être sur un écran parce qu'on n'apprend rien. Le seul intérêt de l'écran, ce sera d'être en Zoom avec la famille pour discuter. Ça pose pas de problème à l'enfant. Il n'y a pas d'algorithme derrière. Regarder des photos de famille, des films de famille, ça pose pas de problème à l'enfant. Il y a encore une fois pas la captologie qui est derrière. Et puis évidemment, si on nous écoute et on va dire oh là là, comment je vais faire un choupi pendant 5 minutes pour couper les ongles ou coiffer son enfant, c'est pas un souci. Il y a un début, un milieu, une fin. La problématique, c'est que les choses tournent et on n'arrive plus à arrêter et on tombe dans le cercle vicieux. Mmh. Ce que j'allais vous dire, parce que les écrans aujourd'hui sont partout. On peut comprendre que parfois la tentation de mettre son enfant devant un dessin animé sur le téléphone, elle peut être grande. Oui, alors quand on craque et qu'on est vraiment dans une situation extrêmement difficile, eh bien, comme je vous dis, couper les ongles, c'est parfois très difficile pour certains enfants ou autres, eh bien sûr qu'on va pouvoir le faire et moi-même, j'ai utilisé aussi les écrans. Le problème, c'est qu'il faut penser que l'on donne un produit, je répète, addictif. Mmh.
On donne pas un petit Lego dont l'enfant va se lasser à un moment. On lui donne quelque chose où on sait qu'on va pouvoir lui produire ce qu'il aime et renforcer sans cesse ce qu'il aime. Donc il ne pourra pas le quitter et donc quand on va lui enlever, il va forcément pleurer. C'est là où c'est difficile. Donc il y a des écrans partout certes, mais il faut protéger les enfants et comme on l'a fait par exemple pour le tabac, on a dit: «Oh là là, on a fumé devant les enfants pendant des décennies et puis là maintenant, quand vous regardez autour de vous, on peut dire que les gens ont bien compris le message». Pourquoi pas imaginer la même chose dans quelque temps et le plus tôt possible, préserver les enfants des écrans, être disponible pour eux et du coup, ces enfants-là vont s'épanouir et après on leur mettra le numérique dans les mains, on leur expliquera et on sera à côté d'eux. Mais au moins ils auront appris à parler. On en est là. Mmh. Certains de vos confrères, néanmoins, vous trouvent alarmiste sur vos conclusions. Existe-t-il un consensus scientifique sur les dégâts du numérique pour les jeunes enfants? Alors, il y a de plus en plus de publications médicales, mais pas beaucoup en France, même assez peu, en tous les cas récentes, qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire dans un sens de principe de précaution, voire même d'insistance pour dire qu'il y a danger, il y a risque. Donc, nous sommes alarmistes dans le sens, et je le dis nous parce que le collectif sur exposition écran auquel je fais partie le dit également, parce que, encore une fois, tant qu'on n'a pas compris qu'on donnait un produit addictif par nature et fait pour capter l'attention des enfants, parce qu'il y a les publicités ciblées derrière, que le temps, l'économie de temps est faite avec cet objet-là, pousse à cela pour gagner le plus d'argent possible, même sur la tête des petits-enfants, eh bien, ça entraîne des dégâts importants, parce que la technoférence entraîne des troubles des interactions, la captologie, par définition, capte l'enfant et entraîne du temps volé à son exploration du monde. Et ça, c'est forcément... En plus, tout le monde est d'accord, par exemple, sur un point essentiel et qui touche tout le monde, le sommeil. On sait, et toutes les études sont très claires dans le monde entier pour dire qu'on diminue la qualité de sommeil et qu'on diminue la quantité de sommeil des adultes, on le sait, des ados et des petits-enfants. Si vous touchez le sommeil chez un enfant comme chez un adulte d'ailleurs, il va être de mauvaise humeur, il va être intolérant aux frustrations. Et surtout, l'enfant va aussi avoir des troubles de mémorisation, des troubles d'attention, des moins bonnes capacités à apprendre les choses. Et ça, par contre, tout le monde est d'accord sur ce point. Donc, on devrait se mettre autour d'une table et dire, voilà, il y a ces faits-là, et à partir du moment où on a consensus sur notamment le sommeil, eh bien, on sait qu'en cascade, en domino, il va se passer des éléments importants chez l'enfant. Les institutrices de petites sections de maternelle le voient très bien. Elles voient des enfants qu'elles appellent les enfants écrans, comme dans notre livre, parce qu'elles se rendent compte d'enfants qui sont en retard de langage et en difficulté de compréhension. Et un dernier point, Sylvie Dieu-Osaka, comment faire pour que le risque numérique, ce risque dont on parle depuis le début de l'interview, soit connu de tous? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place selon vous pour prévenir? Eh bien, il faut que les politiciens s'emparent de ce sujet. La commission écran, elle est exactement dans ce sens-là. Elle date d'avril 2024 et donc les messages étaient très clairs et ils étaient les mêmes que ceux que le collectif sur exposition écran dit depuis 2017. Donc, prise de conscience, former toutes les personnes qui sont autour de l'enfant, donc le personnel soignant, paramédicaux, la petite enfance, et que l'enfant redevienne central et notamment le petit enfant et qu'on se préoccupe justement de tous ces enfants qui ont des troubles du développement et qu'on se pose la question au quotidien de la place du numérique. Quand même, notre vie a totalement changé. Je pense que la vôtre, de nos auditeurs, a totalement changé et on imagine que pour l'enfant, les conditions sont les mêmes qu'avant, mais pas du tout. Dans les foyers, il y a eu un énorme changement et on doit en tenir compte. C'est une prise de conscience, c'est ce qu'on dit dans notre livre. Et vous parliez de cette commission écran qui a formulé tout un tas de préconisations sur l'usage des écrans pour les enfants. C'est à retrouver facilement sur Internet. Et vous parliez également de votre collectif dans lequel vous êtes membre fondatrice, le collectif sur exposition écran. Merci beaucoup Sylvie Dieu-Osaka d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir fait part de votre expérience de pédiatre spécialisé dans la surexposition aux écrans des jeunes enfants. Je cite également un autre ouvrage, Les écrans 10 clés pour une utilisation raisonnée en famille aux éditions Atier. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.